Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole pardon, à Timothée Paric. 20 minutes, dont une minute de présentation. À vous, Cognac J. Super, eh ben merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Moi, personnellement, je suis chercheur en économie écologique. J'ai écrit un doctorat principalement à Stockholm, mais aussi à Clermont-Ferrand, sur la décroissance. Et puis, je l'ai terminé en mars. J'avais pour espoir de prendre de longues vacances tranquillement, mais bon, pandémie globale oblige. On s'est mis à discuter beaucoup de décroissance et certaines idées que j'avais développées dans la thèse de manière très abstraite, parce que c'était de l'économie théorique, ont trouvé un terrain de jeu d'un coup très concret. Alors, je vais nous mettre la présentation en même temps. La voici. OK. Alors, je voulais partir d'une curieuse situation. C'est qu'à l'international, en fait, les discussions sur la décroissance, elles explosent en ce moment. Il y a beaucoup de choses et je vais partager bien d'autres des chiffres, mais en France, c'est pas pareil, ça n'avance pas. Là, je vous ai mis quelques titres qu'on a pu voir passer pendant la pandémie, dès qu'on tape le mot décroissance sur nos médias. Et non seulement en France, il n'y a pas tellement de communauté scientifique autour de la décroissance, donc il n'y a pas tellement de recherches en français sur la décroissance, mais aussi il y a un petit problème, c'est-à-dire que les grands médias n'invitent à s'exprimer sur le sujet que des gens qui sont contre, et très souvent des gens qui sont contre sans vraiment savoir ce que c'est. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais faire, c'est présenter la décroissance telle qu'elle a été développée à l'international aujourd'hui et montrer, je l'espère, que c'est une idée précieuse pour imaginer l'économie de demain. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette heure-là. Donc pour commencer, une petite chronologie. Le concept de décroissance apparaît en 2002 sous la forme d'un slogan, décroissance durable. Alors bien sûr, à l'époque, c'était une critique de l'association entre développement et croissance dans le concept du développement durable. Le concept a accroché, ça s'est popularisé en France et dans d'autres pays francophones comme la Belgique, le Québec, la Suisse, mais aussi à côté chez nos voisins italiens et espagnols. Quelques livres se sont publiés, le premier en France en 2003, un parti politique se forme en France, Parti pour la décroissance, en 2006, un mouvement, et nous avons une première conférence académique sur le sujet en 2008. Décroissance devient degrowth. C'est là vraiment que le concept prend son envol. On a l'économiste anglais Tim Jackson qui a publié en 2009 Prosperity Without Growth, qui a vraiment propulsé l'idée de la décroissance sur le devant de la scène. Vous pouvez voir après qu'on a eu une conférence à peu près tous les 2 ans où à chaque fois il y avait de plus en plus de monde, de plus en plus de disciplines, des géographes, des économistes, des biologistes qui participent à cette grande discussion, de plus en plus d'ouvrages, des cours, des cursus, des universités d'été, des rapports, des événements. Donc le point principal ici, on se retrouve en 2021 où la décroissance est devenue un domaine de recherche et on va dire un cheval de bataille pour différents mouvements œuvrant pour la justice sociale et écologique. Alors je vous ai mis ici un espèce de buffet des livres qui sont publiés. Vous pouvez voir en haut en anglais et en bas en français sur le sujet. À droite, les chiffres que je vous donne, ça ne concerne que les textes en anglais, mais ça vous donne une idée un petit peu de l'étendue du domaine scientifique de la décroissance. Donc voilà, environ 430 articles académiques, la plupart écrits dans les dernières années. Plus de 200 articles dans les médias rien que pendant la pandémie depuis mars, donc pour montrer que vraiment à l'international, les gens se sont saisis du concept de décroissance dans la pandémie. On va voir bien sûr en quoi c'est utile ou pas utile. De plus en plus d'étudiants décident de focaliser leur thèse de mémoire ou de doctorat sur le sujet de la décroissance. C'était bien sûr mon cas. Là aussi, ça c'est depuis les 5 dernières années et on a quelques universités qui décident de se spécialiser sur le sujet, malheureusement pas encore en France, mais dans d'autres pays. Voilà, ça c'était pour le survol un petit peu de la discussion autour du concept de décroissance. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment cette idée de décroissance. Alors tout d'abord, c'est une critique de la croissance économique, ça on aurait pu s'en douter. Dans la thèse, pour simplifier, j'explique ça comme une triple critique de la croissance économique. Alors,
une critique écologique, ça vous allez vous en douter, suivant l'idée qu'une croissance infinie est insoutenable dans un monde fini. Alors bien sûr, sauf si on peut découpler PIB et pression environnementale, l'une des hypothèses de base de la décroissance, c'est qu'on ne peut pas, ou du moins, on ne peut pas découpler à un rythme qui nous permettrait de faire concilier croissance et soutenabilité. C'était un petit peu le résultat d'une étude que j'avais passée en revue avec des collègues dans l'été 2019. Voilà les études empiriques qu'on avait sur le découplage, et on était arrivé vraiment à ce résultat de dire que pour l'instant, la croissance verte, celle qu'on a, elle est là où elle existe. C'est déjà une rareté minuscule et pas assez vraiment pour pouvoir continuer à croître. Cet été, l'été dernier, en juin, il y a eu une étude encore plus impressionnante. Un groupe de 16 chercheurs a publié la première étude où ils ont revu systématiquement la totalité des papiers sur le découplage, donc 835 papiers, et c'était le même résultat que dans Decoupling Debunked, nada. En fait, les taux de découplage observés sont très, très loin de ceux qu'on devrait avoir si on pouvait faire croître le PIB et espérer pouvoir réduire les pressions environnementales. Donc ça, c'est notre première limite biophysique de la croissance. À cela s'ajoute une critique sociale. Alors là, c'est plutôt un apport. La première limite biophysique nous a été apportée par l'économie écologique. Là, ici, c'est un apport de l'économie féministe, une autre école de pensée hétérodoxe en sciences économiques. Alors, la production économique dépend de ce qu'on appelle en économie féministe des activités reproductives. Alors, la reproduction, c'est un phénomène collectif de recharge de la capacité à produire, en quelque sorte. Donc, vous pouvez imaginer un boulanger dépressif qui reste dans son lit, il ne va pas produire beaucoup de pain. Pour être productif, il faut être nourri, il faut être reposé, il faut être concentré. Et donc, problème, les capacités de reproduction sont limitées car elles dépendent du temps et de l'attention. Donc, plus on travaille, c'est-à-dire plus on donne des heures, on focalise sur la sphère de marché, là qu'on voit en dehors de l'eau, et ben, moins on a de temps pour s'occuper des autres et faire toutes les activités reproductives qu'on voit ici sous l'eau qui permettent en fait de produire non seulement en dessous, mais au-dessus des deux côtés de l'économie. D'où cette limite sociale, une croissance infinie ne peut pas être supportée par une capacité de reproduction finie. C'est la limite sociale. Et à cela, on va en ajouter une troisième. Une croissance infinie est inutile car à partir d'un certain seuil de richesse, ce n'est plus le PIB qui fait le bien-être. Mais d'autres facteurs comme la santé, l'éducation, la convivialité. Alors ici, bon, je suis allé vous chercher quelques chiffres pour montrer, mais c'est, par exemple, là, c'est en utilisant l'index du Sustainable Development Index de Jason Hickel. Bon, on peut voir la Finlande, qui est réputée pour avoir l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, a des taux d'éducation bien supérieurs aux États-Unis avec une richesse inférieure de 25%. En termes de santé, là, on peut voir le Portugal, qui a une espérance de vie de 81 ans, soit 2,4 ans de plus qu'un Américain moyen, avec 65% de revenus en moins. Donc là, c'était pour montrer que certaines choses ne dépendent plus du PIB à partir d'un certain seuil, un seul que la France a déjà dépassé depuis longtemps. Le lien entre emploi et croissance est moins mécanique qu'on le pense, et nous allons bientôt voir avec Dominique Méda qu'il est possible de créer des emplois sans croissance. Et bien sûr, un autre aspect sur l'espoir que peut-être une croissance additionnelle nous permette d'éradiquer la pauvreté et de résoudre les inégalités, ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Et parfois, on peut avoir une croissance qui est néfaste parce qu'elle augmente les inégalités. Donc, le fond de ma pensée ici, c'est que dans certaines situations, augmenter le PIB ne sert à rien et peut même s'avérer contre-productif en termes de bien-être. Donc, triple critique. Et c'est une critique pas seulement de la croissance économique en tant que phénomène comme ça, mais plutôt une critique de l'hégémonie de la croissance dans l'imaginaire économique. C'est-à-dire cette croyance que le progrès, c'est forcément un PIB qui monte tout le temps pour toujours. Donc le point de départ de la décroissance, c'est l'idée que ce modèle de développement basé sur une espèce de croissance fast and furious est obsolète. Donc la décroissance se propose comme la transition vers un nouveau modèle de développement. Je vous ai mis ici quelques définitions que j'ai sélectionnées du terme de décroissance dans la littérature. Je vais en extraire 4 caractéristiques. La première, on l'a bien vu, dans des économies en situation d'obésité écologique, ça veut dire régime.
Alors, c'est l'aspect du downscaling qu'on voit dans toutes les définitions. Il faut réduire et ralentir la production et la consommation de marchandises. Vu qu'elle est couplée aux pressions environnementales, on espère que ça va les réduire. Alors, réduire la production, oui, mais pas n'importe comment, car il faut que ce processus soit organisé de manière à être juste et, si possible, joyeux. Alors, c'est l'aspect social, on parle de réduction planifiée, vous pouvez voir, hein, qui améliore la santé et le bien-être dans la définition numéro 1, en haut à gauche. On parle de equitable downscaling dans la définition numéro 2. À chaque fois, il y a des adjectifs et des adverbes qui viennent vraiment mettre l'accent sur c'est une réduction contrôlée et qui a des buts non seulement environnementaux, mais aussi sociaux. Et en plus d'être juste et joyeux, et là on voit que les contraintes s'additionnent, il faut que le processus soit démocratique. Alors c'est un collective and deliberative process dans la définition numéro 3 ou quelque chose d'offert as a social choice dans la définition numéro 2. Donc là on peut voir l'aspect démocratique. Donc pour résumer, ici dans ces définitions, on a 4 caractéristiques. Le régime biophysique, la redistribution planifiée des richesses, la recherche du bien-être et de la joie de vivre, et la décentralisation du pouvoir vers une démocratie plus participative. Si je dis ça et que je prends le temps vraiment de disséquer un petit peu des définitions, c'est pour bien sûr évacuer un certain nombre de controverses qu'on retrouve souvent dans les médias français quand on lit des choses sur la décroissance. Parler de décroissance en termes de dictature verte imposée ou d'appauvrissement de la population, soit ici, soit dans les pays du Sud. Donc encore une fois, dans le concept de décroissance qui est mobilisé par les chercheurs qui essayent vraiment de penser la transition, c'est ce défi avec les 4 checks verts sur les côtés, d'essayer d'avoir tout ensemble. D'autres parlent de transition juste, d'autres parlent de justice sociale écologique. Quand on parle de décroissance, on parle de ça. Alors bien sûr, ici, dans les définitions, la décroissance est présentée comme une transition. On passe d'une société de croissance à une société de post-croissance. Et la décroissance, c'est ce petit moment entre les deux. Et on espère que cette société post-croissance serait soutenable, juste et joyeuse. Donc alors, au début de la décroissance, c'était vraiment, on se focalisait sur la transition, et au fil des années, c'est vrai qu'on a commencé de plus en plus à réfléchir, à rechercher sur les contours de cette société et de son économie post-croissance. Moi, c'est l'idée qui m'a le plus occupé dans la thèse, c'était essayer d'imaginer vraiment la dynamique. On sait à peu près comment fonctionne une économie de croissance aujourd'hui, comment fonctionnerait dans le futur potentiellement une économie de la post-croissance. Alors, je vous donne quelques caractéristiques à la va-vite parce que le reste est dans la thèse. On revient à l'économie capitaliste d'aujourd'hui qui est animée par 3 impératifs de croissance. Ça, c'est important aussi quand on parle de croissance, ce n'est pas seulement la croissance du PIB, c'est aussi des individus qui cherchent à faire croître leurs revenus, espèce de croissance microéconomique, des entreprises qui cherchent à faire croître leurs profits, la croissance mésoéconomique, et bien sûr les gouvernements qui cherchent à faire croître leur PIB. Donc toute l'économie est organisée pour faire tourner ces 3 grands rouages et faire en sorte, en gros, qu'on maximise la valeur monétaire créée dans une économie. Donc, dans une économie post-croissance, ça serait organisé différemment. Là, je vais reprendre un petit peu les 3 points. À l'échelle individuelle, par exemple, le consumériste matérialiste pourrait être remplacé par un hédonisme alternatif, comme la simplicité volontaire. Si nous, individus, pouvons satisfaire nos besoins avec une quantité de revenus stable, eh bien, plus besoin de constamment l'augmenter. Au niveau des entreprises, au lieu de maximiser la valeur abstraite qu'est le profit, elles pourraient suivre le modèle des entreprises à but non lucratif, le profit devenant alors un outil permettant d'améliorer la mission de l'entreprise. C'est l'idée de la production socialement utile, comme on l'a aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire. Et à l'échelle du gouvernement, il faut penser que si on parvient à créer des emplois, à réduire des inégalités, à réduire la pauvreté, à financer le budget public sans croissance, eh bien, les gouvernements peuvent réorienter la gouvernance publique vers des objectifs sociaux et environnementaux sans avoir à tout le temps se préoccuper de la jauge PIB. Donc, la post-croissance, de cette manière, c'est une économie qui peut prospérer sans croissance. Et ça, bien sûr, alors ça peut être pour les triples critiques de la croissance, ou aussi tout simplement parce qu'on entre dans une ère qu'on appelle souvent de stagnation séculaire, où il n'y a pas de croissance. Un pays, par exemple, comme le Japon, qui a connu des très faibles taux de croissance depuis les 20 dernières années, c'est repenser les institutions économiques pour qu'elles puissent prospérer dans des situations
avec peu de croissance ou même des situations voilà, de réduction de l'activité économique. Donc, ça demande une réorganisation totale macroéconomique du travail, et on va bientôt le voir, qu'est-ce que ça veut dire, mais moins d'emplois salariés, plus d'activités autodéterminées, de la monnaie, alors là c'est toute la question sur le pluralisme des valeurs et les monnaies complémentaires, de la finance, hein, moins de spéculation, le rétrécissement de la sphère financière pour qu'elle soit rééquilibrée avec la sphère réelle, des changements en termes de propriété, hein, des systèmes de gouvernance en termes de commun pour les ressources naturelles par exemple, de la technologie, pour aller vers une technologie conviviale à travers des audits citoyens, une démocratisation du processus d'innovation technologique. Donc, en gros, l'idée là, c'est que la décroissance, dans ce sens-là, c'est un nouveau modèle économique. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de montrer dans la thèse, un modèle qui pourrait très bien remplacer le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle capitaliste. Alors, je vais finir en prenant quelques minutes pour appliquer cette espèce de prisme de la décroissance et de la post-croissance à la question du travail. Et bien sûr, je le fais rapidement parce que je suis sûr que Dominique Méda en parlera beaucoup mieux que moi. Mais quand même, je vais développer l'horizon 3 objectifs un petit peu de comment transformer le travail dans une optique de décroissance et de post-croissance. La première, c'est la réduction généralisée du temps de travail. Alors, non seulement pour partager les emplois disponibles, et permettre des styles de vie plus sobres en ayant plus de temps sans avoir à rusher, mais aussi et surtout, vous vous souvenez, la critique sociale pour rééquilibrer la relation entre la sphère productive et la sphère reproductive dans une économie en gros libérée du temps libre qui n'est pas passé sur le marché à créer des marchandises pour pouvoir faire autre chose, créer d'autres types de richesses, parfois sociales et écologiques et non pas financières. Alors, travailler moins, ok, mais il faut aussi réorganiser le travail. Alors, ça commence par une grande question d'économie politique. Que produisons-nous quand nous travaillons? Alors, je fais allusion ici, pas seulement aux biens et services qu'on va venir produire quand on travaille, mais surtout, quelles personnalités, quelles identités, quelles relations de pouvoir est-ce qu'on vient créer au sein de l'entreprise quand on va, ou en dehors de l'entreprise quand on vient travailler? Donc ici, c'est un double agenda sur la forme. Bien sûr, le travail ne doit pas compromettre la dignité, la sécurité, la santé ou l'autonomie. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on sera tous d'accord dessus. Un peu plus radical, bien sûr, c'est le contenu, c'est-à-dire de comprendre que la qualité du travail est très liée à la qualité de la production et qu'on doit pouvoir avoir cette discussion sur quel est le produit du travail et peut-être orienter collectivement le travail vers une production qui serait socialement utile et écologiquement soutenable. Alors, c'est un autre aspect de cette discussion sur le travail. Le troisième, et peut-être le plus important dans le discours décroissant, c'est ce que nous, on appelle le post-travail dans la tradition d'économie anarchiste, c'est un changement de la relation que nous avons avec le travail. Alors, vous connaissez bien cette question qu'on pose souvent quand on arrive à une fête ou un dîner, qu'est-ce que tu fais? Et bien sûr, on doit donner notre emploi. Alors voilà, là, c'est l'idée de se dire que nous ne sommes pas forcément définis par l'emploi que nous occupons et que ce qui se passe en dehors du travail ne doit pas être compris comme une simple pause. Encore une fois, c'est ici l'idée de rééquilibrer un petit peu cette perception de la richesse est créée au travail et le reste, c'est que les loisirs. Mais de se dire qu'il y a plutôt un spectre des activités humaines, certaines rémunérées, certaines non rémunérées, certaines sous contrat, certaines pas sous contrat, certaines à la maison, certaines en dehors de la maison, certaines individuelles, certaines collectives, et qu'on accepte le fait qu'il y ait une pluralité de valeurs et plusieurs formes de richesse qui soient perçues comme telles, au lieu de se dire qu'il faut maximiser à fond le travail salarié dans l'entreprise, dans la sphère capitaliste de production de marchandises, et tout le reste doit être asséché de ces heures. Donc voilà, c'est un petit peu une dissolution dans l'aspect décroissance du marché du travail, parce qu'un aspect de la décroissance, c'est la démarchandisation. Donc ici, c'est démarchandisons le travail et organisons le travail politiquement, par exemple en utilisant des communs du travail. Alors, j'arrive un petit peu sur la fin de mon temps. Donc, l'idée principale vraiment de mon intervention, c'est que la décroissance, ce n'est pas seulement voilà, une stratégie ou une transition, c'est vraiment devenu un domaine de recherche et tout simplement une grande discussion avec plein de concepts qui flottent et des nouveaux concepts qui se créent et qui, je pense, une discussion très précieuse pour penser l'économie de demain.